Et pour nous donner plus de précisions concernant les Égyptiens qui ont été expatriés et les efforts déployés par l'État quant à ce propos, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Cherif Amir, qui est chercheur en géopolitique. Dr Cherif Amir, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Dr Cherif Amir, l'État a déployé énormément d'efforts pour aider les Égyptiens qui étaient bloqués à l'étranger à retourner à leur pays et aussi vice-versa les Égyptiens qui ont été bloqués ici en Égypte à retourner à leur pays de résidence pour retrouver leur famille et leur travail. On aimerait jeter la lumière sur les différents efforts conjugués ensemble et les différentes instances ayant intervenu. Bien évidemment, l'effort que l'Égypte a déployé est un effort remarquable. D'abord, sur le plan national, on n'a jamais vu une importance octroyée aux citoyens égyptiens comme on le voit maintenant. Malheureusement, il y avait toujours cette réputation parmi les Égyptiens que le citoyen égyptien n'a pas vraiment une valeur aux yeux de son gouvernement. Or, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a bouleversé cette donnée. Il a donné un espoir de nouveau à tous les citoyens. C'est un espoir de dire que les citoyens égyptiens, il a une valeur, il est la priorité de son gouvernement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déployé la flotte aérienne égyptienne tout entière pour repatrier les ressortissants égyptiens, que ce soit dans les pays du Golfe, que ce soit en Europe. On sait qu'aujourd'hui, hier, il y a eu des vols spéciaux malgré la fermeture de l'espace aérien égyptien et les aéroports, mais des vols pour Paris et Londres pour repatrier les Égyptiens coincés là-bas. Je trouve que les données sont changées. On a vu, par exemple, des citoyens des ressortissants des pays étrangers européens qui étaient bloqués ici en Égypte. On a pris en charge ces citoyens, ceux qui étaient infectés même par le coronavirus, le Covid-19. Et eux, ils étaient traités comme tous les Égyptiens dans les hôpitaux, avec une importance très importante. Alors, c'est l'homme qui est important, c'est la valeur de l'homme, c'est la valeur de ce citoyen égyptien. Et je crois que c'est un effort fait par la diplomatie égyptienne et aussi par le ministère de l'Aviation, parce qu'on a vu que le ministre de l'Aviation civile lui-même était présent dans les vols pour être assuré que la circulation aérienne va très bien, qu'il n'y a pas de blocage. Et on a vu les Égyptiens qui sont rentrés de Koweït. Et ils étaient tous menés au confinement parce que c'est important, c'est pour leur sécurité et la sécurité des Égyptiens tout entiers. Ceux qui étaient repatriés dans leur village, il y a eu certains symptômes. Alors toutes les précautions sont prises. L'effort est national. Mais comme je viens de vous dire, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a mis en valeur le citoyen égyptien. On a vu sur les réseaux sociaux, les Égyptiens étaient très très fiers de ce qui a eu lieu. Tous les résidents égyptiens à l'étranger sont rentrés. Ceux qui ont voulu regagner leur pays de travail, tout a été facilité pour eux. Donc, les ambassades de l'Égypte à l'étranger, ils travaillent 24 heures sur 24 pour recevoir les demandes des Égyptiens qui veulent rentrer. Comment est-ce que les ambassades égyptiennes à l'étranger ont opéré pour recenser le nombre d'Égyptiens qui se trouvent dans les villes où les ambassades siègent et les Égyptiens qui souhaitent rentrer à leur pays? Comment est-ce qu'ils font pour les recenser? Alors d'abord, il y a souvent un appel qui est fait par les ambassades égyptiennes à l'étranger auprès des ressortissants égyptiens
d'aller et s'inscrire dans le registre de l'ambassade. Comme ça, en cas de crise, comme celle d'aujourd'hui par exemple, il y aura un recensement à les contacter par téléphone. Ça a eu lieu par exemple à Londres, à les contacter par téléphone, demander leurs besoins, demander s'ils veulent rentrer en Égypte, s'ils ont besoin d'une aide quelconque. Alors déjà, il y a des registres préparés, des données qui sont sur un réseau intranet dans les ambassades et les consulats. Le moment où il y a une demande de quelqu'un, un ressortissant égyptien qui n'a pas fait le registre mais qui apparaît soudain pour demander l'évacuation, bien sûr, sa demande est prise à la charge par l'ambassade. C'est après tout un ressortissement égyptien, on ne peut pas les laisser derrière. Alors, et tout de suite, sa demande est prise, mais c'est aussi un effort qui doit être fait par les ressortissants égyptiens d'aller et de s'inscrire dans les registres des ambassades et des consulats, donner leurs adresses, leurs emails, leur téléphone portable et fixe, donner tous les coordonnées qui les concernent et que le moment où il y aura une crise, bien sûr, dans chaque ambassade, il y aura une cellule de crise, c'est-à-dire avec les contacts téléphoniques qui vont donner aussi à la personne qui sont en charge de la communauté égyptienne partout de contacter les autres ressortissants, de leur inciter de ne pas hésiter à contacter l'ambassade parce que malheureusement, bien sûr, il y a encore cette pensée que l'ambassade ne va pas répondre ou il y aura un ralentissement. Non, il faut leur dire que maintenant c'est différent. C'est l'ère de l'Égypte, nouvelle l'Égypte, qui veut aider ses enfants, ses ressortissants partout dans le monde. Il y aura une réponse. Bien sûr, ce ne sera pas immédiate parce qu'il y a toujours, vu le nombre des ressortissants, et le nombre des effectifs dans les consulats, il faut comprendre que ce sera une charge de travail très importante. Et aussi, par exemple, avant-hier, j'ai entendu parler que l'aéroport d'Orly a fermé. Donc, il y aura aussi des problèmes dans certains aéroports. Donc, il faut régler tout ça. Ça ne sera pas fait du jour au lendemain, mais c'est un processus qui prend un échelon très important avec les contacts du ministère des Affaires étrangères égyptiennes auprès des ambassades. Et je trouve que aussi les réseaux sociaux, ils ont une importance très significative maintenant, parce qu'au moment où il y aura une crise, un problème, les ressortissants égyptiens, ils écrivent des posts, ils disent qu'il y a un tel problème. Et je crois que le ministère des Affaires étrangères ici en Égypte regarde toutes les informations et les analyse et y trouve la solution. Et là, c'est vrai que c'est une conjugaison d'efforts, mais là, la responsabilité incombe essentiellement au ministère des Affaires étrangères ou au ministère de l'immigration et des Égyptiens expatriés à l'étranger. Écoutez, vu la situation actuelle, la situation qui concerne le Covid-19, le coronavirus, je crois que c'est une affaire très sérieuse qui nécessite le ministère des Affaires étrangères. C'est une crise internationale, une crise qui demande d'abord un effort des ministères des Affaires étrangères de tous les pays, parce que ça inclut la fermeture des espaces aériens des pays. C'est pas quelque chose de facile. Et chaque pays ne veut pas laisser passer ou entrer des avions qui auront peut-être des symptômes de coronavirus. C'est très, très délicat. C'est-à-dire pour que l'Égypte, par exemple, atterrisse ses avions sur un aéroport européen, bien sûr, il y aura des inspecteurs, ils vont désinfecter l'avion, ils vont faire tous les tests nécessaires. Et nous aussi, on fait pareil. Donc, c'est une question qui va au-delà du ministère de l'immigration. Je crois que le ministère des Affaires étrangères, M. Samir Chokri, il prend un rôle très important dans cela, parce que je crois qu'on a beaucoup de pays amis qui comprennent que l'Égypte aussi a assuré
la sécurité de ressortissants. Regardez par exemple le ressortissant allemand qui était infecté par le coronavirus en Égypte, le ressortissant américain, les ressortissants français, ils étaient tous traités chez nous dans les hôpitaux. Donc c'est un signe que l'Égypte a pris soin des ressortissants des pays étrangers et on attend la réciprocité. Et je crois que c'est pour cela que l'Égypte maintenant est un des pays très rares qui a eu un accès très facile dans les aéroports européens pour repatrier les ressortissants. Oui, docteur Cherif Amir, pour les Égyptiens qui se trouvent à l'étranger et dont les visas ont expiré, selon la loi, quelle est la situation de ces Égyptiens? Écoutez, il y a maintenant, alors ça dépend du pays. Ça dépend de chaque pays. Par exemple, il y a des pays qui donnent, par exemple en France, je crois que les préfectures sont fermées. Alors, pour renouveler un titre de séjour, c'est automatiquement connu que maintenant il y a un blocage en France qui va même durer jusqu'à après le 15 avril, selon le Premier ministre Édouard Philippe. Alors, bien sûr que l'administration française ne fonctionne pas comme elle le faisait avant. Et c'est pire encore parce que ce sera des ressortissants étrangers qui vont se présenter à la préfecture pour demander des titres de séjour. Et c'est encore très délicat parce que le problème dans chaque pays, ce sont les étrangers qui n'en savent rien sur leur passé médical. Alors, je crois que tout ça sera reporté. Le monde entier est figé. Il y a une situation extraordinaire, une situation rarissime qu'on n'a jamais vue depuis des générations. Et je trouve que, par exemple, il y a d'autres pays qui ont dit, les Émirats, par exemple, qui ont dit tous les amendes pour les étrangers seront annulées pour 6 mois parce qu'ils ne veulent pas qu'il y aura des contacts dans les services administratifs. Donc, voilà, les amendes sont annulées. Alors, ça dépend de chaque pays. Il y a des pays qui fonctionnent encore sur le niveau administratif. Il y a d'autres pays qui ont totalement fermé. Alors, ça dépend des pays. Et encore une fois, je crois qu'un ressortissant égyptien, s'il a un problème sur son visa, il peut contacter le consulat égyptien, leur demander leur avis. Les consulats égyptiens, ils ont des contacts partout dans les préfectures, dans les administrations des pays où ils sont. Ils peuvent poser la question à l'administration des pays concernés et avoir la réponse. Moi-même, lorsque j'étais un jeune étudiant en France, à un certain moment, lorsque j'avais une question posée à la préfecture, je m'adressais parfois au consulat égyptien et le consulat contactait la préfecture et me donnait la réponse. Donc, c'est un rôle très important que joue aussi la diplomatie égyptienne et le consulat. Il ne faut pas l'oublier. Ils sont une liaison très importante entre les ressortissants égyptiens et l'administration sur les territoires. Docteur Cherif Amir, on aimerait profiter de votre présence avec nous en ligne pour vous poser une question évidemment concernant la nouvelle carte géopolitique du monde suite à cette crise. Comment voyez-vous un petit peu les relations interfrontalières suite à cette crise? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses. Je suis très pessimiste pour l'avenir de l'Union européenne. Voilà, je vous le dis tout de suite. L'Italie a été abandonnée. L'Italie le sent qu'elle était lâchée, qu'elle était trahie, que personne n'a pris l'initiative, que ce soit en France ou en Allemagne, pour aider l'Italie. Oui, bien sûr, ces pays ont leurs propres problèmes, mais c'est ça l'essence de l'Union européenne, c'est que tous les pays se servent à coude pour aider un pays en crise. Alors, je crois que les Italiens, après cette crise, ils ne vont jamais oublier ça. Je crois qu'il y aura un changement dramatique dans la géopolitique en Europe. La Russie a maintenant une valeur très importante, puisque la Russie a présenté comme aide géopolitique ou aide médicale, pardon, à l'Italie. On a vu les forces ou les avions militaires russes qui ont atterri sur les territoires ou les aéroports italiens pour aider l'Italie.
On a vu certains maires italiens qui ont jeté les drapeaux de l'Union européenne. Ils ont remplacé, alors c'était le drapeau Italie-Union européenne, alors c'était Italie et Russie. Pareil, certains maires en France, ils ont fait pareil. Je crois que maintenant, le sens, la question, le mot solidarité, elle est maintenant oubliée à un certain moment. L'Italie passe par une crise redoutable. C'est une crise qui peut bouleverser un pays, qui change les données démographiques, les données économiques. Parce que n'oublions pas que ce qui est assez bizarre, c'est que ce virus, il a frappé d'abord les villes industrielles de chaque pays, que ce soit en Chine, que ce soit en Italie. La Lombardie, c'est une partie la plus riche de l'Italie, du nord de l'Italie. Et Naples, l'industrie automobile a été figée. C'est pas facile ce qui a eu lieu. Et maintenant, à New York, vous voyez ce qui se passe. Il y a des milliers de morts maintenant. Mais c'est dangereux. C'est parce que c'est les nerfs économiques de chaque pays. Londres, et bien sûr, et Paris aussi. Donc, il y aura bien évidemment un changement, mais je crois que dans les relations entre pays, l'Europe ne sera plus la même. L'Europe ne sera plus la même, c'est sûr. C'est sûr. Et l'Union européenne, il y aura des points d'interrogation, des milliers de points d'interrogation sur l'Union européenne. On parlait des populistes. Moi, je crois que ce ne sera plus la question des populistes. Ce sera plutôt le nationalisme qui va apparaître. Et c'est pas mauvais. Et les Italiens, ils vont dire, nous, on a trouvé pendant notre crise la Russie, le président Vladimir Poutine, de notre côté. On n'a pas trouvé M. Macron ou Merkel ou M. Boris Johnson de notre côté. Alors, je trouve qu'on va voir une nouvelle donnée dans cette situation. Je crois que les relations aussi méditerranéennes, c'est-à-dire l'Italie et l'Europe vers, par exemple, l'Égypte, ils vont comprendre que l'Égypte a vraiment changé, que les rumeurs qui existaient à un certain moment sur l'Égypte ne sont pas vraies, que l'Égypte a vraiment traité ce virus d'une façon très très sérieuse. On ne dit pas qu'on aura, personne n'aura une zéro fatalité. Ça n'existe pas. On voit que la pandémie, c'est partout et malheureusement, il y a des morts partout. Mais on essaye de minimiser les pertes. Donc ça aussi, ça va montrer l'efficacité des systèmes de chaque pays, pas uniquement les systèmes médicaux, mais aussi les systèmes sécuritaires qui a pu renforcer, que ce soit en Égypte le couvre-feu ou en Europe le confinement total. Pareil, les armées. On a vu l'armée égyptienne qui a été déployée sur le territoire dans l'espace de moins de 24 heures pour garder un œil sur les lieux où il y a eu des suspects qu'il y aura des symptômes de coronavirus. On a eu 2 martyrs de chez nous, 2 généraux de l'armée égyptienne, parce qu'ils étaient en train de travailler sur ce dossier. Donc c'est une vraie guerre qui va montrer qui est le plus puissant, qui est le plus capable à supporter une crise. Je trouve que beaucoup de choses vont changer. Les relations, par exemple, entre pays alliés. Regardez, il y a une nouvelle hier très bizarre. La France qui a commandé de la Chine des milliers les masques sanitaires. Et les masques sanitaires, ils sont dans les cargos en Chine, sur le tarmac. Et avant leur décollage, il y a eu les représentants de l'ambassade américaine qui ont payé et qui ont racheté les masques pour les États-Unis au lieu pour la France. La France a trouvé que c'est une trahison. Comment ça a été commandé pour la France qui était en crise, que c'est les Américains qui l'ont racheté. Et pareil, les masques qui ont été envoyés de la Chine pour l'Italie, ça a été détourné par la République tchèque après, par des responsables là-bas. Il y a vraiment une situation très bizarre, comment ces alliés, entre guillemets, qui sont très forts devant nous, sur les médias et sur les conférences internationales,
Maintenant, au moment de crise où il y a des morts et des fatalités par des milliers, maintenant, ils se font Effectivement. ces jeux. Et on peut s'attendre aussi à ce que la balance du pouvoir et de la force puisse changer concernant la politique et l'économie, n'est-ce pas? Bien sûr, certains disent maintenant que la Chine est ressortie encore plus forte qu'avant. Moi, je ne sais pas, parce que, écoutez, aussi, il faut se méfier, bien sûr, des médias et comment ils présentent, parce qu'il y a un camouflage. C'est-à-dire, prenons les exemples de la Chine et les États-Unis. La Chine, il y a certains qui disent que le nombre des morts est beaucoup plus élevé qu'on le disait. On ne sait pas si c'est vrai ou non, parce que c'est un pays fermé. Et certains disent que les États-Unis, ils sont en train de exagérer sur la situation pour des buts économiques aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Très bien. Ça aussi, on ne sait pas. Oui, docteur Cherif Amir, vous êtes chercheur en géopolitique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il y a aussi une part d'économie et il y a une intervention, une prompte intervention de la part de la Banque centrale égyptienne pour soutenir l'économie égyptienne et pour soutenir la population égyptienne à titre individuel, ne serait-ce que pour les gens les plus simples, à travers une gerbe, si on peut le dire, de mesures susceptibles d'alléger le fardeau sur la population. Nous allons en savoir plus dans ce compte. Les décisions prises par la Banque centrale d'Égypte, partant des mesures préventives prises par l'État face au Covid-19, visent en premier lieu à alléger le fardeau pesant sur les citoyens et les entreprises durant cette période, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale, Tarek Aimer. Dans des déclarations faites à une chaîne satellitaire, Aimer a indiqué que ces décisions visaient aussi à protéger l'économie nationale ainsi que les travailleurs et fonctionnaires dans les entreprises du secteur économique de l'État. Les entreprises et particuliers ont été exemptés de leurs obligations financières pour une durée de 6 mois et les banques ne réclameront aucune échéance de paiement des entreprises, des individus ou des compagnies publiques durant cette période, a poursuivi M. Aimer. M. Aimer a ajouté que les intérêts relatifs aux prêts seront reportés et que les prêts étaient estimés à 1,1 million de livres égyptiennes. Il a rappelé que la Banque centrale avait soutenu la bourse du Caire avec un 20 milliards de livres, devenant ainsi la seule bourse en hausse à l'échelle mondiale, ajoutant que les banques tenaient fortement à verser les salaires des fonctionnaires et les pensions de retraités. Les dernières décisions ne doivent pas nous déranger. Elles parachèvent le processus d'inclusion monétaire entamé depuis quelques années et invitent notre clientèle à revoir les moyens de communiquer avec les banques par voie électronique.